aujourd'hui à cette masterclass qui porte sur comment évaluer rapidement l'acceptabilité potentielle de son projet d'énergie renouvelable. Donc, on s'adresse ici à tout type d'énergie renouvelable susceptible de rencontrer des sujets d'acceptabilité. Donc, cette masterclass se fait en deux. Enfin, la motivation, plus exactement, de cette masterclass, c'est de favoriser l'accélération de la transition énergétique, hein, puisqu'on est vraiment au cœur d'actualité. Et surtout, en ce qui vous concerne, c'est de vous apporter des solutions à vos priorités. Donc, ce que je vous demande, pour que je sois le plus pertinent que possible dans cette masterclass, c'est que vous me communiquiez par chat vos priorités, parce que voilà, j'en ai vraiment besoin pour que ça soit efficace, hein. On est vraiment là dans quelque chose que l'on essaie d'être le plus interactif que possible. Alors, bien évidemment, c'est pas par son, c'est par la voix, par chat. Bon, mais je pense que maintenant tout le monde est habitué à ce genre d'échange. Donc, merci par avance d'afficher vos priorités, puisque aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord présenter rapidement les contours de ce qu'on appelle l'acceptabilité des énergies renouvelables, et ensuite, donc, on arrêterait voir quelles sont vos priorités, on échangera autour de ces éléments, et ça me permettra vraiment, je me permets d'insister là-dessus, de vous faire du sur-mesure, hein, d'être vraiment en adéquation parfaite avec vos besoins, vos attentes, pas vous faire une conférence générale, hein, c'est pas l'objectif. Et ensuite, on regardera ensemble comment on peut simuler l'acceptabilité potentielle d'un projet, et surtout, ce qui vous importe le plus, vous, de savoir quels sont les leviers que vous allez pouvoir utiliser pour favoriser cette acceptabilité. Donc, allez-y, hein, n'hésitez pas, mettez bien par écrit vos priorités. C'est vraiment, je le répète, quelque chose de très, très important, hein. Il faut qu'on soit très, très interactif. Il y a urgence climatique. Je pense que les expériences des uns et des autres, des unes et des autres, peuvent être profitables. Donc, à travers l'expression de vos priorités, alors vous, bien sûr, vos priorités, vous n'êtes pas obligé de les spécifier d'un point de vue géographique ou même thématique, hein, mais c'est plus ce qui est en accord avec le thème d'aujourd'hui, l'acceptabilité potentielle, que je vous demande d'exprimer vos attentes, en vous en remerciant par avance. Donc, l'acceptabilité des énergies renouvelables, je commence par du contexte que vous connaissez probablement toutes et tous, mais c'est pas mal de se le remettre en perspective. Parmi tous les scénarios qui existent, que ce soit français, européen, j'utilise souvent celui qui a été défini dans la stratégie nationale bas carbone, même si il commence à être un peu ancien et que probablement les choses évoluent. Mais ce qui m'importe surtout dans ce scénario, c'est de montrer que si on veut atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, mais il y a deux choses à faire. La première, c'est la réduction des consommations. Bon, maintenant, le terme de sobriété énergétique est arrivé dans le débat quasiment quotidien, hein, porté par le gouvernement. Rappelons-nous quand même qu'il y a déjà des réglementations qui existent, hein, notamment pour les bâtiments tertiaires, qui vont imposer, je crois, dès 2023, de réduire fortement les consommations d'énergie dans les bâtiments dont les surfaces sont supérieures à 1000 m², il me semble. Je crois qu'avec, c'est rapidement en 2023, moins 20% et jusqu'à moins 40%. Donc il y a déjà des choses qui existent, mais bon, vous savez tous et toutes que c'est pas si facile que ça de changer nos habitudes. Donc première chose à faire, bon ça, j'ai des retours d'expérience puisque j'accompagne la ville de Rennes sur cette problématique de réduction des consommations d'énergie dans les bâtiments de la ville de Rennes. Si ça vous intéresse, je pourrais vous en dire deux mots, mais aujourd'hui, je suis plutôt sur l'autre volet de la stratégie nationale bas carbone, qui est la production d'énergie renouvelable. Donc, on a bien tous bien compris qu'il faut éliminer les énergies fossiles de notre production, enfin de notre consommation. Donc, pour les éliminer, il faut produire des énergies
renouvelables ou assimilées renouvelables ou décarbonées en tous les cas. Bon, donc je suppose que le camembert qui est présenté a déjà fortement évolué, mais peu importe, hein, c'est vraiment de se dire que déjà il faut réduire fortement nos consommations et que si l'on veut déjà atteindre la production d'énergie pour satisfaire nos besoins qui seront de moins 40%, et ben il faut bien sûr qu'on aura de l'électricité, énergie renouvelable, mais on aura aussi des énergies renouvelables hors électricité en part assez importante, et puis du gaz décarboné. Alors on sait qu'actuellement on a des problématiques de gaz très 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 importantes, hein. Ça s'était fait avant la conjoncture guerre en Ukraine-Russie. Mais en tous les cas, on est dans des ordres de grandeur qui nécessitent que quelque chose se passe en termes d'accélération. Alors cette accélération, je vais essayer de l'illustrer à partir de ce petit tableau que j'ai construit à partir d'éléments donc obtenus de différents rapports, ceux de RTE notamment, et puis ceux de Observe ER, donc Observer, je ne sais pas comment on prononce, hein, qui est l'Observatoire des énergies renouvelables. En 2050, le solaire, on aura besoin de 70 à 214 gigawatts. Hein. Bon, les fourchettes sont assez importantes, mais bon, vu la difficulté de se projeter aussi loin, je pense que c'est intéressant et même fondamental d'avoir des fourchettes plutôt que des chiffres précis qui ne seront jamais atteignables. L'éolien terrestre, donc 43-74 gigawatts, et l'éolien en mer de 22 à 62 gigawatts. Actuellement, on a donc installé donc 13 gigawatts, 19 gigawatts et 0 gigawatt en mer, et qu'il faudrait installer par an pour atteindre les fourchettes identifiées, donc 2 à 7,2 gigawatts pour le solaire, en fonction de savoir si on vise la partie basse de la fourchette ou la partie haute. L'éolien terrestre entre 0,9 et 2 gigawatts, et l'éolien marin de 0,8 à 2,2 gigawatts. Et j'ai regardé ce qui avait été installé. Alors ça, c'est les chiffres qui ont été donnés par ces références-là. J'ai regardé ce qui était passé en 2020 ou 2021. Pour le solaire, on a 2 gigawatts. Donc, a priori, si on vise la partie basse de la fourchette, on est sur le bon rythme de croisière. Mais bon, pour la partie haute, on est très en deçà. Pour l'éolien terrestre, bon, on sait tous que c'est très compliqué. Donc, on est inférieur à la partie basse de la fourchette. Et puis, pour l'éolien en mer, bon, pour l'instant, on est à 0. Donc, les choses peuvent s'accélérer, mais en tous les cas, on est à 0. Donc, ça, c'est le contexte. Besoin d'accélérer. Bon, vous savez tous hein, qu'il suffit de claquer dans des doigts et puis de dire on va le faire. Hein. Les difficultés sont un peu plus présentes que ça. Alors le contexte, c'est quoi? Donc on a besoin d'accélérer les productions d'ENR et on sait qu'il y a parallèlement, il y a une crispation des parties prenantes. Bon, moi je me permets de dire tranquillement, mais très rapidement, que c'est pas parce qu'on est dans un contexte de tension énergétique très très forte que ça va forcément faciliter la décrispation des parties prenantes. Moi j'appelle ça un contexte favorable, oui, il faut s'appuyer dessus. C'est pas la condition, c'est la condition nécessaire, mais pas forcément suffisante. Hein, voilà. Donc on est dans un contexte favorable pour aller plus vite. Mais attention, attention, c'est pas parce que le contexte est favorable qu'il faut faire fi de tout ce qui a été observé ces dernières années en termes de freins qui sont mis à droite à gauche, puisque si on accélère, on aura plus de présence sur les territoires de ces énergies renouvelables. Et on sait très bien que le nombre de projets participe à ces effets de saturation, de seuil, qui entraînent de plus en plus de crispation. On l'a vu en Bretagne avec la méthanisation, on le voit dans le sud-est de la France avec la multiplication des projets ENR, PV au sol. On voit bien qu'il y a des tensions qui se créent aussi par le nombre de projets qui arrivent sur un territoire et qui là, pour le coup, ne sont pas des tensions très riveraines, hein, locales, mais qui sont des tensions plus à l'échelle d'un territoire, d'un département, voire d'une région. Alors le contexte, c'est quoi? Bon, je vous ai mis
quelques exemples à l'écran que vous devez connaître, hein. Le dernier sondage IFOP sur les Français et les énergies renouvelables. Bon, j'ai pris l'exemple du photovoltaïque parce que 85% des Français ont une bonne image du photovoltaïque. Mais j'ai pris aussi quelques exemples tirés de presse, hein, qui, pour l'environnement, donc du côté des élus, un conseil municipal s'oppose à un projet central photovoltaïque. L'État, un avis défavorable de la commission départementale de préservation des espaces naturels et forestiers, s'est opposé en début 2021 à un projet. Et la société, bien sûr, qui est souvent la plus active. Alors, la société, c'est qui? C'est des riverains. Ça peut être aussi des associations, hein, de défense de cadre de vie, d'environnement. Ça peut être aussi une mobilisation locale qui dégénère sur une mobilisation un peu plus d'ampleur. Enfin voilà, on est dans un contexte un peu compliqué, avec en plus la problématique du foncier. On va arriver sur le PV de plus en plus de ce qu'on appelle le PV, l'agrivoltaïque, hein, qui crée de nouvelles tensions qui n'étaient pas encore forcément identifiées comme telles. L'agrivoltaïsme est en train de rejoindre tranquillement les problématiques de méthanisation ou d'éolien. Ça veut dire qu'on a plus des approches dogmatiques, d'opposition dogmatique, que des approches de voisinage. Enfin voilà. Donc en tous les cas, un contexte favorable, demande d'énergie, un contexte territorial sensible. D'ailleurs, l'ancien Premier ministre avait saisi le Conseil économique, social et environnemental de faire une étude sur l'acceptabilité des nouvelles infrastructures de transition énergétique. Et le titre qu'ils avaient choisi, c'est Transition subie ou Transition choisie. Je vous invite à lire ce document. Il est vraiment très bien fait, plein de bonnes pistes, de bonnes choses à faire. Bon, pas toujours évident à mettre en œuvre, mais enfin, en tous les cas, il y a un bon référentiel. Bon, ça, c'est notre contexte. L'autre contexte, c'est celui de l'acceptabilité. Donc là, qui n'est pas l'acceptabilité sensu stricto des énergies renouvelables, mais qui est quelque chose qui porte vraiment sur l'acceptabilité au sens large du terme. Alors, j'ai pris une référence canadienne, parce que c'est une notion qui est relativement, enfin, qui n'est pas forcément bien définie, dans le sens qu'il y a plusieurs interprétations. Ce qui m'intéresse dans cette définition, c'est que c'est un pays, notamment le Québec, où il y a obligation pour les grands projets d'infrastructure d'obtenir ce qu'ils appellent l'acceptabilité sociale. Et on s'en retrouve ça sur le site du ministère de l'Environnement. Ils définissent et là, ils utilisent notamment la définition de Corinne Gendron, hein. Donc, selon elle, l'acceptabilité fait bien appel à une dynamique sociale qui dépasse les points de vue individuels, donc le fameux syndrome NIMBY, Not in my backyard, pas dans mon jardin, donc qui dépasse les points de vue individuels dans la recherche de l'intérêt collectif autour de valeurs partagées. Ce qui est très intéressant dans cette définition, qui peut paraître un peu compliquée, mais ce qu'il faut retenir, c'est le mot dynamique. C'est-à-dire qu'on est sur quelque chose qui évolue, qui bouge. C'est-à-dire que quand on arrive sur un territoire et qu'on sent un peu de tension, eh bien, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui est en dynamique et que quand il y a une dynamique, on peut faire évoluer les choses. Si c'était vraiment hyper statique, immuable, là, ça serait plus compliqué. Alors, bien évidemment, qui dit dynamique, ça peut aller dans un sens comme dans un autre, hein. C'est-à-dire que si le projet que vous proposez n'est pas forcément conforme à ce qui est attendu, c'est une dynamique qui peut aller dans le mauvais sens de l'acceptabilité, mais bien évidemment, l'objectif de cette masterclass, c'est de vous dire comment faire pour que cette dynamique sociale, elle aille dans un sens favorable à votre projet. Donc l'acceptabilité, alors je vous fais une toute petite parenthèse sur quelque chose un peu théorique, un peu générique, mais bon, ça c'est notre base de travail. On a développé ça avec des universitaires, des sociologues, avec l'aide de l'ADEME notamment, pour dire de quoi on parle. De quoi on parle pour qu'on aide les développeurs. Il faut qu'on soit capable de leur dire, voilà ce que c'est l'acceptabilité en termes de mécanismes, sur quoi vous pouvez vous appuyer, sur quel levier vous pouvez agir pour faire en sorte que les choses bougent. Donc on a créé un modèle de référence qui part du principe que l'acceptabilité, c'est une fonction du projet et d'un territoire. C'est-à-dire quoi? C'est la rencontre d'un projet et d'un territoire, que ce territoire, il comprend deux parties. Il y a le contexte territorial, c'est la structure du territoire, comment il fonctionne, et ce qu'on appelle les parties prenantes, hein, donc que ce soit
les élus, les associations, les riverains, les habitants, les services de l'État qui font partie prenante, qui sont des parties prenantes incontournables, hein, mais qui ne sont pas immuables non plus, qui bougent avec le temps. Donc là, on a trois composantes. Le projet, le contexte et les parties prenantes. Le contexte territorial, je vous le rappelle, hein, c'est ce qui parle de comment fonctionne ce territoire. Là, les évolutions à court terme sont très rares. C'est-à-dire qu'on est sur quelque chose qui évolue, mais dans le long terme. Donc la capacité de faire évoluer le contexte à l'échelle d'un projet, même si je sais bien que les projets d'énergie renouvelable, tout le monde déplore le fait qu'ils prennent beaucoup de temps, entre 4 et 6 ans. À l'échelle de 6 ans, un territoire, il ne bouge pas fondamentalement, même après des élections. Hein. Ça, on ne change pas un territoire, ses habitudes, sa culture, voilà, comme ça, du jour au lendemain. C'est des temps longs. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste les parties prenantes et il nous reste le projet. Alors, regardez, le projet, petite illustration sous forme d'iceberg, qui bien sûr peut paraître simpliste, mais qui donne quand même des indications. Quelles indications ça donne? Ça nous a permis, excusez-moi, petite erreur de manip. Ça nous a permis de voir, donc, à travers nos travaux de recherche avec les sociologues, qu'en termes d'acceptabilité, hein, un projet était vu en 3 dimensions. La première, c'est la pointe émergée de l'iceberg, c'est ce sur quoi tout le monde focalise, c'est-à-dire le contenu technique, économique, réglementaire, ce sur quoi les équipes projets travaillent 99,8% de leur temps. Et il y a les 2 autres dimensions, que sont les relations entre le projet, le porteur de projet, le territoire et le portage. Le portage, c'est quoi? C'est une sorte de gouvernance locale qui peut se mettre en place autour du projet ou une appropriation par les instances locales du projet. Donc c'est quelque chose qui est bien évidemment à identifier, qui n'est pas forcément fixe dans le temps, mais sur lequel il faut se poser. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas dans les sciences exactes, hein, bien évidemment, mais on a identifié le fait qu'entre le contenu, les relations et le portage, on était à peu près un tiers, un tiers, un tiers. C'est-à-dire que quand vous travaillez à fond sur le contenu de votre projet, et vous êtes obligé de le faire, parce que sans contenu, il n'y a pas de projet, vous n'êtes, même si c'est un projet qui est complètement adapté au territoire, vous n'êtes qu'à un tiers du potentiel d'acceptabilité. D'où l'intérêt de se dire, dans un premier temps, pourquoi on ne peut pas déjà regarder notre projet et voir à l'intérieur de notre projet, dans ces 3 dimensions, qu'est-ce qui va faire qu'on va être plutôt bien parti pour rencontrer le territoire favorablement, ou ce qui va faire qu'on n'est peut-être pas forcément bien parti et qu'il faut qu'on travaille déjà en interne à notre territoire. L'idée de ça, c'est en fait de changer de paradigme. Pour l'instant, tout le monde est en train de vivre les problématiques d'acceptabilité comme un frein. Et après 12 ans d'expérience, je m'aperçois qu'en fin de compte, des développeurs, des équipes projets qui utilisent les mécanismes de l'acceptabilité, non seulement ils vont arriver à quelque chose de consensuel sur le territoire, mais en plus, ça va accélérer leur projet. Ça donne un coup d'accélérateur. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, on va travailler sur l'évolution du projet en relation avec les parties prenantes. Et quand je dis en relation avec les parties prenantes, c'est pas forcément de partir dans des concertations infinies. Hein. C'est pas forcément ça. On peut très bien avoir un ajustement du projet sans forcément mettre en place des réunions publiques ou des choses comme ça. On n'est pas obligé d'en passer par là. Il faut regarder ce qui se cache dans tous ces mécanismes et de savoir quels sont les leviers que l'on a à disposition pour favoriser la rencontre entre le projet et le territoire. Ce que vous pouvez faire bouger, vous, le plus facilement, c'est votre projet. Le territoire, c'est un peu plus compliqué, mais bien évidemment, si vous faites évoluer le projet, les parties prenantes qui vous regardent vont bien évidemment évoluer elles aussi. Alors, en bien ou en mal, bon, ça, c'est pas forcément gagné d'avance, mais en tous les cas, quand vous faites bouger une position, la personne qui est en face va obligatoirement bouger elle aussi. Donc ça, c'était la partie acceptabilité. Donc, comme je vous l'ai demandé, moi, j'ai vraiment besoin là que l'on voit quelles sont vos priorités. Donc, merci à ceux qui ont
identifier ses priorités. Donc Pierre, merci. Donc acceptabilité administrative, autorisation. Oui, alors là, vous avez raison. C'est quelque chose qui revient souvent en boucle, hein. Donc j'ai l'habitude de dire que probablement il faut utiliser des managements de projets un peu différents, pas révolutionnés. C'est-à-dire ce qu'on a l'habitude de faire en tant que développeur de projet, c'est de bien travailler sur son projet, de bien le faire avancer et d'aller d'aller vers les autorités, vers les services instructeurs quand les projets est déjà bien structuré, parce que vous savez que eux, ils sont là pour la conformité. Donc, c'est-à-dire si vous présentez un projet qui est pas bien ficelé, ils vont vous renvoyer tout de suite dans vos buts en disant non, non, mais ça va pas. Voilà. Donc ça, vous ne le voulez pas et je vous comprends bien. Donc l'idée, c'est pas d'aller voir les services de l'État quand le projet est pas bien, bien profilé. En tous les cas, c'est de les informer le plus rapidement possible que vous êtes dans une dynamique de mise en adéquation de votre projet avec le territoire. Et l'information, bon, ben, il la regarde ou il ne la regarde pas, mais vous faites savoir à ces personnes que vous avez envie de travailler dans une dynamique de mise en adéquation de votre projet avec le territoire. Ce qui veut dire, bien évidemment, que vous allez peut-être à un moment les solliciter sur quelque chose qui n'est pas encore complètement ficelé, parce que si vous ficelez d'entrée de jeu, bah, vous ne faites plus de la mise en adéquation avec le territoire, vous faites du passage en force. Alors les services de l'État sont en train d'évoluer, hein. Les services de l'État sont en train d'évoluer de ce côté-là. Il y a de plus en plus de pôles ENR dans les départements. Il faut s'en servir le plus rapidement possible. Il faut les solliciter et aller les voir. Euh, si vous allez les voir avec un projet, ben, ils vont vous faire des remarques. Si vous allez les voir avec une dynamique en disant, voilà, on est dans une dynamique de mise en équation de notre projet avec le territoire, bien sûr, on a des éléments qu'on a identifiés, mais on a aussi des éléments qui sont à débattre. Voilà, ces éléments-là, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Et vraiment, par retour d'expérience, ça change les choses. Parce que quand vous allez voir déjà, vous les considérez, vous leur demandez qu'ils vous fassent des retours non officiels, hein, puisque dans les pôles ONR, c'est pas officiel, c'est juste et c'est très bien, c'est très très bien, c'est juste des recommandations et c'est pas des obligations, donc ça facilite le dialogue, et que vous dites en même temps, mais oui, on est aussi en adéquation avec ce que demandent les associations, ce que demandent les riverains, ce que demandent les élus. Donc vous changez en fait le sens de l'énergie de votre projet, plutôt que de dépenser de l'énergie à aller taper à toutes les portes. Là, vous créez un point de focalisation sur votre projet. Vous invitez tous les acteurs du territoire à regarder votre projet, sans forcément leur demander, vous êtes pour ou contre, hein, de regarder votre projet, de dire voilà, nous on est en train d'être dans une dynamique qu'on essaye d'être positive pour le territoire. Alors, autre priorité, projet PV au sol, en ombrière, en autoconsommation individuelle et collective. Ah oui, bon ça c'est un vrai questionnement. Donc, ben, moi j'ai tendance à dire qu'une étude d'opportunité du territoire, donc rappelons-nous, hein, c'est un projet qui va rencontrer un territoire. Donc, on peut analyser le projet et quand on fait des analyses de potentielle activité d'un projet, on peut le faire sur des étapes très 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 précoces du projet. Donc, ça veut dire qu'on peut encore choisir quel type de projet on veut mettre en place. On peut aussi faire une analyse de sensibilité du territoire qui est complètement indépendante du type de projet qu'on veut lancer. Et si on rapproche une analyse de potentiel d'acceptabilité d'un projet et une sensibilité d'un territoire, on a une analyse de risque et ça vous permet de dire, bah oui, tiens, en fin de compte, il vaut peut-être mieux qu'on aille sur un projet d'autoconsommation individuelle collective, un projet de PV au sol ou un projet d'ombrière. Donc ça vous permet de choisir quelle est votre stratégie de déploiement de projet en fonction, en fonction du projet, comment vous le concevez, parce que c'est ça dont on va parler, comment vous le concevez pas d'un point de vue technique, mais comment vous le concevez sur ces trois dimensions, hein, l'iceberg, et le territoire. Alors, oui, autoconsommation,
c'est vrai que ça fait partie des éléments qui vont faciliter l'arrivée d'un projet sur un territoire, parce que souvent, les reproches qui sont faits, c'est vous venez chez nous, vous allez dégrader notre paysage, vous dégradez plein de choses, et puis nous, on n'a rien en retour. Est-ce qu'on peut utiliser l'électricité qui va être produite par le photovoltaïque? Alors, le PV autoconsommation, je ne sais pas si on parle de choses qui sont très, très localisées chez les particuliers ou si c'est de l'autoconsommation à partir de parcs solaires. Il y a plein de façons de faire de l'autoconsommation. Il y a de l'autoconsommation réelle sur l'électricité et entre guillemets une autoconsommation indirecte de voir si vous acceptez d'ouvrir soit une partie du capital, soit d'inviter les parties prenantes à participer financièrement au développement du projet, en sachant, là j'attire attention, je tire la sonnette d'alarme, c'est pareil, il ne faut pas venir avec des idées toutes faites. Il y a des territoires sur lesquels on est allé tester la, la, l'attente en termes de crowdfunding, hein, de participation, bah, les gens n'en voulaient pas, quoi. Donc, faut se méfier, hein. Il y a des ingrédients, il y a des bonnes recettes, mais enfin, il y a des recettes qui existent, mais elles ne s'appliquent pas toujours toutes au couple de territoire projet. Alors, le PV flottant, eh ben, on va être sur les mêmes démarches, hein. Le PV flottant, on va être sur les mêmes démarches, c'est-à-dire que j'entends bien que les développeurs sont à la recherche de lieux où les risques de contestation sont les plus faibles que possible. Je ne sais pas si ça existe. Bien évidemment, on nous renvoie toujours sur les friches industrielles. Le PV flottant peut en faire partie sur des anciennes carrières et que probablement on n'aura peut-être pas forcément trop de conflits, mais bon, moi je me méfie, hein, parce que quel que soit le territoire, même si on est très loin des habitations, on peut, sans le vouloir, aller percuter quelque chose qui est important pour le territoire et qui peut se jouer, par exemple, sur un lac de carrière, et on va se retrouver avec des difficultés. Donc, il n'y a pas de règle absolue de dire, voilà, ça, ce type de projet, ça marche bien. Non, c'est être en capacité d'évaluer son projet, je vous le dis dans ces 3 dimensions. Qu'est-ce que je veux faire de mon projet, quest son potentiel d'acceptabilité, et de mettre en perspective par rapport au territoire qu'on rentre. Alors l'idée, bien évidemment, c'est d'aller très vite. C'est pas de partir sur des analyses qui n'en finissent pas, d'aller taper à toutes les portes pour savoir ce que veulent les gens. Non, non, c'est vraiment d'avoir des indicateurs très rapidement qui vont vous permettre de prendre des décisions en disant, bah, tiens, sur ce territoire, j'ai une possibilité de faire de l'agrivoltaïsme, une possibilité de faire du PV flottant, une possibilité de faire du central au sol. Qu'est-ce que je vais choisir pour lancer mes études de préfaisabilité, de faisabilité, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'être très, très en amont, parce qu'en fin de compte, vos capacités à gagner du temps, elles sont là. C'est-à-dire, si vous êtes très en amont, si déjà vous ciblez un potentiel de bonne adéquation entre votre projet et le territoire, ben vous allez faciliter votre arrivée. Et en même temps que vous faites ça, vous identifiez les différents leviers, je vais vous le montrer après, hein, que vous pouvez activer. Agrivoltaïsme, bon, ça, agrivoltaïsme, ça, c'est actuellement je vais dire, c'est la ruée vers l'or, hein, on voit bien qu'il y a ce foncier qui est vraiment important, hein, puisque les espaces naturels, ils sont toujours très difficiles, hein, parce que soit vous rencontrez des espèces rares, des espèces particuliers, soit les associations viennent protester contre le défrichement. Enfin voilà, il y a vraiment des difficultés, et le foncier agricole est important. La coactivité qui doit être démontrée, elle se fait de plus en plus réellement, je vais le dire, puisqu'il y a des nouveaux procédés technologiques. Bon, en revanche, par expérience, hein, j'accompagne des projets agrivoltaïques, c'est quand même des levées de boucliers, hein. C'est quand même des levées de boucliers, parce que si vous voulez, il faut prendre conscience du fait qu'on est en train de générer un changement fort du paysage. Et quand je dis paysage, hein, ce n'est pas le paysage au sens de la carte postale, hein, c'est vraiment le paysage, le quotidien des gens. Voilà. Le cadre de vie, en fait, c'est le cadre de vie des gens qu'on change. C'est plus que le paysage, c'est le cadre de vie. Et ça,
ça va être compliqué parce que il y a des territoires qui sont plutôt favorables à l'implantation des ENR, donc ils ont l'impression d'être assaillis de projets et disent pourquoi chez nous et pas chez les autres, hein, ça on l'entend souvent. Donc il y a des choses là qui sont en train d'évoluer très fortement. Il n'y a pas d'organisation supraterritoriale, où il y a quelques territoires qui s'organisent au niveau des départements pour dire bon, pas de mitage, donc les préfets disent interdiction interdiction, ils ne peuvent pas vraiment l'interdire, mais on va limiter fortement les projets portés par une commune, on veut que ce soit des communautés de communes. Voilà, donc il y a vraiment des réflexions très en amont à avoir, des réflexions très en amont pour avoir la bonne stratégie de savoir qu'est-ce que vous devez développer et où. Parce que là, pour le coup, bah, je le répète, hein, c'est là que vous allez gagner le plus de temps. Alors, je sais bien que tous les développeurs font le constat que c'est compliqué, que 4 ans, 6 ans, c'est à peu près la moyenne, que c'est long. Mais moi, je reste persuadé que si on amène un projet un peu différemment sur le territoire, ça peut aller plus vite. Parce que amener un projet différemment sur le territoire, ça veut dire qu'on n'est pas juste dans la pédagogie pour expliquer que toutes les choses vont bien se passer, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur une prise en compte des caractéristiques du territoire et de transformer son projet pour que ça soit en adéquation. J'ai accompagné un projet de photovoltaïque au sol sur du milieu naturel, identification d'espèces protégées, d'espèces rares. Et ben, qu'est-ce qu'on a fait? On a pu, en accord avec les différents acteurs du territoire, créer une continuité écologique au milieu du parc. Alors bien évidemment, ça fait perdre quelques surfaces, donc quelques puissances, mais le projet a pu se faire. Voilà. Donc il faut aussi utiliser tous les ressorts possibles qui sont à disposition et qui, en fin de compte, sont inscrites dans les contraintes que vous rencontrez. Dans les contraintes que vous rencontrez, ce sont vos leviers, en fin de compte. Ok, donc bah, écoutez, je vais reprendre les éléments que je peux vous apporter. Et à la fin, n'hésitez pas, pour ceux et celles qui ne se sont pas encore exprimés, parce que vous êtes quand même relativement nombreux et tout le monde ne s'est pas encore exprimé, n'hésitez pas, hein, posez vos questions génériques. Si les réponses que j'apporte ne sont pas satisfaisantes, donc vous avez un bouton prendre rendez-vous. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que vous appuyez sur ce bouton, ça s'inscrit dans mon agenda et ça identifie un créneau de 30 minutes pendant lequel là, bon, on sera en face à face, enfin au téléphone, mais en face à face. Moi, j'ai la confidentialité, vous pourrez me dire tout ce que vous voulez sur votre projet et en 30 minutes, je suis sûr que je peux vous apporter des premiers éléments de réponse aux questions que vous vous posez et qui peuvent vous permettre d'avancer rapidement sur votre projet. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous. À chaque fois, ça apporte vraiment des solutions aux personnes qui le font. Mais en tous les cas, merci à ceux et celles qui ont posé déjà leur priorité. Et avant la fin, donc, une fois que vous aurez montré les différents éléments que je vais vous montrer, on refera une passe pour voir ce que vous avez de nous. Enfin, ceux qui ne se sont pas exprimés, exprimez-vous, n'hésitez pas, ne rentrez pas trop dans les détails pour ne pas dévoiler votre projet, puisque bien sûr, il y a du concurrentiel, mais allez-y, hein, profitez-en, vraiment, c'est le moment ou jamais où on peut donner des informations à tout le monde à partir des expériences des unes et des autres. Alors, simuler l'acceptabilité potentielle d'un projet, identifier les leviers. Alors voilà, comment on peut faire? Donc, soit vous avez plusieurs possibilités, vous trouvez sur notre site, vous avez un lien qui est écrit, vous avez un outil à votre disposition qu'on a développé qui permet en quelques minutes déjà d'avoir un scan de votre projet et de l'évaluer en termes de perception probable. Donc il n'y a pas de magie là-dedans, hein. On n'est pas en train de vous dire qu'on va être capable de vous dire exactement ce qui va se passer sur votre projet, mais on est quand même en train de vous dire que probablement votre projet va être perçu comme ça. Et dans les 3 dimensions, en termes de contenu, de relation, de portage. Et c'est un test qui permet d'identifier alors perception probable rouge, c'est pas
ce n'est pas des perceptions qui sont favorables au projet. Orange, c'est pas terrible, et vert, c'est à peu près favorable. Mais l'avantage, c'est que quand on identifie dans votre projet des éléments qui peuvent ne pas être perçus favorablement, ben c'est vos leviers. C'est-à-dire que c'est là-dessus que vous devez travailler. Donc, bien évidemment, ça fait plaisir à personne, par exemple, de recevoir ce type de résultat où globalement c'est plutôt orange-rouge, donc c'est pas très favorable. Mais ça vous dit tout de suite, vous pouvez travailler là-dessus, voir si vous pouvez travailler là-dessus, parce que de temps en temps le projet est tellement contraint, vous dites bah non, je peux rien faire. Bon bah si vous pouvez rien faire, probablement que c'est pas le bon endroit, ou enfin c'est pas le projet qui va bien marcher. Il faut peut-être le réfléchir un peu différemment. Donc, on vous fait gagner du temps. On vous évite de partir dans des trucs qui vont prendre du temps, de l'argent, de l'énergie, faire des études de préfac, des études de faisabilité, et à la fin, vous aurez un projet qui va être très, très, très difficile à installer sur son, sur son territoire. L'idée, si vous voulez, donc, premier temps, on mesure le potentiel d'acceptabilité de son projet. Donc déjà, ça permet de se dire, bon, est-ce que là, j'ai réfléchi à ce projet, j'en ai un autre en tête, allez, je fais le test, je vais voir ce que ça donne. Peut-être que le potentiel sera plus favorable. Deuxième temps, on le compare avec le territoire. Donc, je vous dis, on a des indicateurs qui nous permettent de qualifier très, très rapidement la sensibilité d'un territoire. On compare les deux et ça vous donne une stratégie d'acceptabilité. Ça vous donne une stratégie d'acceptabilité. Ça veut dire, j'ai identifié un projet, mon projet, je vois la sensibilité du territoire. Bon, ça demande un peu de travail complémentaire. Et à partir de là, je vois où sont mes leviers d'acceptabilité, où sont mes points forts, qu'est-ce que je peux faire pour être en adéquation avec le territoire. Et dans la stratégie d'acceptabilité, on va y mettre des éléments qui sont bien spécifiques à votre projet et au territoire rencontré, qui ne sont pas des choses on fait copier-coller d'un territoire à un autre, hein, ou d'un projet à un autre. Non, ça ne marche pas. On a des éléments qui sont reproductibles, mais c'est la façon dont on va les organiser qui va rendre compte de la spécificité de votre projet et la spécificité du territoire que vous rencontrez. Il y a quelqu'un qui me dit que le lien que j'ai mis à https start accept avenir.eu ne fonctionne pas. Alors, je ne sais pas pourquoi. Normalement, ça fonctionne. Vous pouvez passer par notre site internet acceptableavenir.eu et aller dans nos logiciels. Donc, le chemin n'est pas direct, mais vous cliquez sur les différents boutons. Ne vous inquiétez pas, vous verrez apparaître soit méthanisation, soit éolien. Ne vous inquiétez pas, vous cliquez sur le bouton et vous allez tomber sur l'endroit où ce lien doit vous mener. Bon, je ne sais pas ce qui se passe, je vérifierai. Pourtant, j'ai vérifié avant de vous le mettre à l'écran. Voilà, donc, si vous voulez, ce que je voulais vous dire, moi, aujourd'hui, c'est ça. C'est que dans votre projet, vous avez déjà les éléments qui vont... vous avez les éléments qui vont... merci Vanessa, oui, probablement que ce lien marche mieux. Vous avez les éléments qui vont vous permettre de rapidement de vous dire, est-ce que mon projet... j'ai un projet qui a un potentiel d'acceptabilité élevé ou pas, et s'il n'est pas élevé, je suis capable de voir où il faut que je travaille et de me dire, bah non, ça, je ne peux pas le changer, donc c'est mort, ce projet, il va pas aller, il faut que je le change un peu, voilà. Donc pour le changer, il faut en reparler en interne, il faut parler à vos hiérarchies pour dire, est-ce que ça, je peux le bouger, pas le bouger. Donc vous gagnez un temps considérable, parce qu'autrement, c'est quoi? Vous partez sur le terrain, vous allez voir le maire, donc les maires, déjà, entre nous, ne leur demandez plus, je pense actuellement, de donner une délibération favorable pour le projet ou pas, demandez-leur qui vous autorise à faire une analyse d'opportunité de votre projet sur le territoire pour voir si votre projet est bien en adéquation avec le territoire. Voilà. C'est une petite nuance, mais qui est importante parce que ça veut dire que le maire, il ne prend pas position. Et les maires, ils prennent de moins en moins position parce qu'ils se font rattraper par leurs administrés de plus en plus. Hein. Pourquoi vous avez dit ça? Nous, on n'est pas d'accord. Certains maires oublient d'en parler à leurs conseils municipaux. Donc après, vous vous retrouvez face à un conseil municipal qui n'est pas favorable et le maire qui
qui change un peu sa casquette. C'est pour ça que quand vous regardez le petit encart que j'ai mis territoire, là, vous voyez, nous, on a développé des indicateurs qui vont permettre de voir les enjeux du territoire, les parties prenantes et leur sensibilité. On regarde aussi ce qu'on appelle la disposition des élus locaux, c'est-à-dire qu'on regarde comment fonctionne la gouvernance locale et on peut vous dire, oui, faites attention, là, vous avez un maire qui est peut-être super favorable à votre projet, mais il n'a pas les moyens de vous aider. Lui, il n'a pas les moyens de vous aider. Il ne pourra pas vous aider parce qu'il y a trop de pression à droite à gauche. Pardon, pression pas à droite à gauche, c'est pas un très bon terme. Il a trop de pression de ses administrés, par exemple, et il ne pourra pas vous aider. C'est pas un bon appui. La pression des projets ENR, les dynamiques de contestation. On dit le territoire, vous êtes sur un territoire contestation forte ou un territoire contestation moyenne. Voilà, ça va permettre de mieux comprendre les chances de succès de votre projet et surtout de définir la bonne stratégie d'acceptabilité. Voilà. Alors, comme je vous l'avais proposé tout à l'heure, ça serait bien, donc avant qu'on se quitte, alors si vous souhaitez, j'ai aussi quelques visuels, si ça vous intéresse, de ce qui va se présenter si vous faites le test, là, pour vous expliquer. Mais autrement, moi, je suis bien preneur encore pour les personnes qui ne se sont pas exprimées, si elles ont des questions spécifiques. Et puis, il y a vraiment, il y a aucune mauvaise question, hein. Il y a peut-être que des mauvaises réponses, hein, plus exactement. Donc, n'hésitez pas à faire remonter vos propositions. Alors, je vois qu'il y a des gens qui en même temps font le test Start. Ben, écoutez, donc déjà, ça montre que c'est rapide à faire. Alors, je ne sais pas si vous le faites en vrai ou pas en vrai. Donc, l'idée, c'est que donc vous pouvez prendre rendez-vous. Ceux qui ont fait le test Start, dans le rendez-vous, ce qu'on peut faire, c'est que moi, de mon côté, j'ai le rapport complet du test. Ça me permet déjà de mieux comprendre votre projet et d'être beaucoup plus pertinent dans les conseils que je pourrais vous apporter. On est dans le cadre du webinar, donc les personnes qui sont inscrites au webinar, bah, ce rendez-vous et l'utilisation du test Start, c'est gratuit, hein, ça fait partie de l'inscription au webinar. Ça vous prend quelques minutes pour remplir le Start et ça vous prend une demi-heure ou moins, hein, si en 20 minutes, on peut aussi avoir fait le tour d'échange téléphonique. Vous n'êtes pas obligé de faire le Start pour demander un rendez-vous téléphonique parce que ce n'est pas nécessaire. On peut aussi, par la description que vous faites de la situation, je peux aussi, bien évidemment, vous donner par effet miroir des informations qui vous permettront d'avancer sur votre projet. Bon, personne ne souhaite mettre en avant son questionnement, ses priorités. Voilà, profitez-en, hein, n'hésitez pas, battons le fer pendant qu'il est chaud, comme on dit. Il y a urgence, donc plus vite on avance, mieux c'est. C'est vrai que de temps en temps, ça peut se jouer à quelques jours, hein. Si je ne sais pas, si vous en êtes dans votre projet, il y a quelque chose qui a démarré d'une relation avec un territoire, avec un élu, n'hésitez pas à poser la question ici d'un point de vue générique et me poser la question plus précise par une demande de rendez-vous. Quelqu'un m'a posé la question tout à l'heure de savoir si le webinaire serait disponible. Oui, en principe, si tout marche bien, il est enregistré, donc je le mets sur notre chaîne, on a une chaîne YouTube, et puis je mets le lien, je vous envoie le lien et vous avez accès au webinaire enregistré. Alors, je rebalaye, voir si je n'ai rien oublié dans des priorités que j'aurais laissé passer. Bon, les services de l'État, on en a parlé, l'autoconsommation, on en a parlé. Alors, je ne sais pas si ça vous satisfait, mes réponses. Le PV, quel type de PV, hein, agrivoltaïsme, flottant, ombrière, ça, j'ai envie de vous dire, quel que soit le type de projet, utilisez les mêmes démarches. Posez-vous tout de suite les questions. Posez-vous tout de suite les questions de votre potentiel d'acceptabilité de votre projet. Alors, Mathieu, à quel stade de développement du projet est-il bon de démarcher les élus du territoire? Alors,
ça, c'est une très bonne question, hein. Moi, j'ai tendance à dire, si si vous êtes dans une démarche de dire je vais, euh, je vais faire un projet pour qu'il soit en adéquation avec le territoire, bah, le plus tôt, c'est le mieux. Mais il ne faut pas aller les voir pour leur dire euh, faites-nous une délibération pour le projet. Non, c'est faites-nous une délibération, ou pas d'ailleurs. Est-ce que vous acceptez qu'on regarde l'opportunité de notre projet pour votre territoire, voir s'il y a une adéquation possible. Et moi, je vous conseillerais quand même, si dans ces cas-là, au moins d'évaluer le potentiel d'acceptabilité de votre projet, peut-être d'avoir une première reconnaissance du territoire, ce que je ne vous ai pas dit, là, les indicateurs qu'on a développés, on les renseigne sans parler à personne, hein. On parle pas aux élus, c'est de l'information qu'on obtient, c'est de l'information biographique. On peut vous qualifier assez rapidement le couple projet-territoire. Et dans la stratégie d'acceptabilité, il y a la première chose à faire, c'est comment aller vers les élus. C'est comment aller vers les élus, voilà, voilà, sous quelle forme on va vers les élus pour leur demander quoi, pour leur présenter quoi. Niveau TRL, bah oui, c'est ce que je viens de vous dire, hein. Honnêtement, n'allez pas sur des projets trop aboutis. Essayez d'anticiper déjà la prise en compte du territoire avant que le projet soit trop abouti, parce que pour qu'un projet soit abouti, bah, le TRL, c'est une bonne définition, hein, c'est la façon dont on qualifie un projet très à l'amont, TRL faible, et puis très haut, c'est prêt à mettre sur le marché. Bon, normalement, c'est pour l'innovation, mais on peut l'appliquer là. Bah, plus vous êtes prêt à aller sur le marché, c'est-à-dire plus votre projet il est abouti, et plus vous avez fait des efforts assez importants pour y arriver là. C'est-à-dire vous avez fait travailler des bureaux d'études, en interne, vous avez passé du temps, vous avez des hommes jours passés, c'est-à-dire que vous avez dépensé beaucoup d'argent. Et si vous allez sur déjà sans connaître vraiment le potentiel d'acceptabilité de votre projet, et analyser d'un point de vue objectif, et que vous ne connaissez pas trop le territoire sur lequel vous allez, enfin, en termes d'acceptabilité, vous pouvez vous retrouver tout de suite dans une situation où vous avez fait beaucoup d'efforts, et que si votre projet, vous voulez qu'il soit en adéquation avec le territoire, il va falloir faire un pas de côté, voire machine arrière. Et ça, on sait que ça coûte très cher, hein, et ça fait perdre beaucoup de temps. Donc, commencez bien sûr, à ébaucher votre projet, regardez la faisabilité déjà, parce que si en interne vous dites bah non, on ne peut pas le faire, bon, c'est pas la peine d'aller plus loin, hein, mais essayez de ne pas trop le faire mûrir trop vite pour vous poser ces questions-là. Enfin, si je peux me permettre, les analyses de potentialité d'acceptabilité et les analyses territoriales euh, euh, qui ne sont pas des questions, des enquêtes, hein, qui sont des analyses vraiment indicateurs, coup de poing. C'est vraiment des éléments que presque vous devriez intégrer dans cette démarche TRL en disant, voilà, maintenant je fais mon TRL, j'ai plusieurs pistes, j'ai plusieurs idées, je regarde ces deux éléments, voir si c'est quelque chose qui va faire que mon projet est faisable ou pas, hein, parce qu'en fin de compte, euh, on est dans la faisabilité du projet, hein. Quand vous regardez votre faisabilité, vous dites principalement financièrement, est-ce que je peux le faire? S'il y a trop de pentes, enfin techniquement, est-ce que j'ai assez pour du PV, est-ce que j'ai assez de productivité? Mais s'il y a trop de pentes, je ne peux pas. S'il y a des parcs naturels, je ne peux pas. Pour l'éolien, bon, c'est encore pire que tout. Mais la contrainte potentielle d'acceptabilité et sensibilité du territoire, bah, c'est une contrainte comme les autres, hein. Plus vous l'intégrez tôt, plus ça sera pour vous. Régis, bonjour. Peut-on espérer que la crise énergétique actuelle facilite l'acceptabilité des projets à venir pour les élus locaux? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, c'est ce que j'appelle un contexte favorable. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se... Alors là, pour le coup, je me permets de dire, attention, hein. Bien évidemment que tout le monde est conscient du fait qu'il faut faire quelque chose, mais mon expérience me montre qu'on préfère que ce soit les autres qui fassent que soi. Et pour les élus, c'est la même chose. Vous allez tomber sur des élus très volontaires qui vont être super partants, mais ils vont peut-être pas forcément être suivis par leur conseil municipal ou leur territoire. Donc, prenez des précautions. Regardez votre projet déjà, quel,
allure il a en termes de perception probable, faites un petit coup d'analyse du territoire et regardez si le couple projet-territoire est mariable et que vous allez faire quelque chose de potentiel. Et bien sûr que ça sera plus facile d'aborder des élus dans ce contexte parce que voilà, ils auront l'impression aussi, mais abordez-les entre guillemets de la bonne façon. Ça veut dire, je le répète, n'allez pas leur demander qu'ils soutiennent votre projet Mordicus. Vous leur dites, moi, je veux un projet qui soit en adéquation avec le territoire. Alors n'hésitez pas, on a encore 2-3 minutes avant que la salle soit, soit fermée pour balayer un peu tous ces aspects, hein. Donc, bon, moi, je me permets d'insister parce que c'est vraiment pour vous aider qu'en 30 minutes, ou 20 minutes, 30 minutes, 15 minutes, un peu, peu importe le temps, bah, s'il faut faire 35 minutes, on fait 35 minutes ou 40, il n'y a pas de souci. Mais je m'aperçois que la plupart des gens qui me contactent sont vraiment des gens de bonne volonté. C'est-à-dire qu'on a des gens vous êtes tous et toutes vraiment sur des dynamiques voilà, vous êtes des personnes impliquées dans cette transition énergétique, il faut y aller, il faut le faire, mais voilà, tout toutes ces parties immergées de l'iceberg, hein, rappelons-nous, hein, vous êtes super à l'aise sur la partie émergée de l'iceberg, les deux autres parties, c'est moins évident, c'est moins spontané, voilà, on rentre dans un domaine qui est pas, voilà, qui est pas non plus, qu'on n'apprend pas dans toutes les écoles d'ingénieurs, ou je ne sais même pas si on les apprend dans l'école d'ingénieurs, et on a besoin de points de repère, on a besoin d'analyse, on a besoin de paramètres, on a besoin de certitude, et on ne peut pas se contenter de ah oui, tiens, le maire, là, il est bien, non, c'est pas, ça ne satisfait pas, ça, parce que je le répète, un maire qui est bien, il peut très bien ne pas pouvoir être enfin, ne pas être soutenu par son conseil municipal ou sa population. Et puis en fin de compte, je suis en train de me dire que les enjeux PV notamment, et éoliens aussi, vont se jouer de plus en plus sur des territoires qui sont plutôt de l'ordre de la communauté de communes, même si bien sûr les maires ont de plus en plus leur mot à dire, ou de moins en moins, ça dépend des énergies. On sait bien qu'il y a des rivalités entre les maires et les communautés de communes, mais c'est le bon territoire. Ça, c'est le bon territoire. Voilà, regardons bien, nous, quand on travaille, hein, les indicateurs, on va les chercher à l'échelle de la commune, des communes riveraines et de la communauté de communes ou des communautés de communes concernées, plus le département, plus la région. On essaye de voir c'est quoi la sensibilité du territoire au sens très large du terme. Parce que pour qu'il y ait contestation locale qui fasse aboutir à l'annulation d'un projet, il faut qu'il y ait des chambres d'écho. Les chambres d'écho, elles ne sont pas que locales, elles sont régionales, voire nationales. Donc on a besoin, voilà, on analyse pour vous toutes ces composantes et on vous décrit la situation très rapidement. Et après, ça vous permet de mettre en place votre stratégie beaucoup plus, avec plus de certitude. Plus de certitude et vous diminuez les risques. Hein, vous diminuez les risques de ralentissement. Acceptabilité d'un projet pour investir beaucoup d'argent en ENR plutôt que dans le développement de l'entreprise. Je comprends pas trop là, excusez-moi, je comprends pas trop le sens de la phrase. Seb, est-ce que vous pouvez éventuellement reformuler parce que j'ai un peu du mal à comprendre. Alors, je sais pas, peut-être que ce que vous voulez dire, c'est le fait qu'il faut peut-être mettre un peu plus de ressources sur la problématique d'acceptabilité que le développement à tout prix de l'entreprise de développeurs. Peut-être que c'est ça que vous voulez dire. Bon, ça, c'est des stratégies internes, hein. Je n'ai pas trop de regard, mais en tous les cas, investir sur l'acceptabilité, c'est investir sur le développement sur l'accélération du développement du projet. Ça, c'est sûr. Et donc, ça a des répercussions
sur l'entreprise, elle aussi. Bon, on va bientôt se quitter. Je vois qu'il y a quelqu'un qui écrit, donc j'attends l'arrivée du message. C'est toujours un peu décalé. J'attends le dernier écrit ou les derniers écrits, et puis ok. Bon, ben, c'était pour me dire merci. Ben, merci à vous de votre présence, de votre participation. Je vous propose qu'on s'arrête là. Donc, pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Le webinaire sera disponible très prochainement. On vous enverra le lien pour y accéder à la vidéo. Voilà. Merci à toutes et à tous. Bonne journée. Et merci d'avoir pris une part de votre repas, une partie de votre temps de repas pour participer à cette masterclass. À très vite. Bonne journée. Au revoir.